Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matafac. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud-est marocain, en Porte du Désert, pour une édition spéciale. Bienvenue dans l'oasis de Figuigues. Située à quelques kilomètres de la frontière algérienne, cette ville aux portes du Sahara a longtemps été un important lieu de passage. Mais aujourd'hui, Figuigues est une impasse. En raison de tensions avec l'Algérie, la frontière a été fermée en 1994. Une fermeture qui a bouleversé la vie dans l'oasis. Composée de 7 quartiers autrefois fortifiés, qu'on appelle les Ksours, la ville compte 13 000 habitants. Le Ksar principal, c'est Zenaga, la ville basse. C'est d'ici que nous partons à la découverte de Figuigues. À travers les ruelles étroites, on gagne ensuite la Palmeraie. Près de 190 000 palmiers dattiers poussent dans ces jardins. Mais impossible de créer une telle palmeraie sans un système d'irrigation complexe. L'eau est amenée à travers 110 km de canaux vers les cultures. Comment est construit ce réseau? Comment l'eau est-elle partagée? Pour le découvrir, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui travaillent dans ces jardins. Bonjour monsieur, Bonjour. vous faites le jardin? Oui, après j'irrigue. Et vous voulez bien me montrer? D'accord? On On y voulait, va, alors. D'accord. Et pour irriguer son jardin, Abdelkader ne va pas très loin. On est arrivé. Et donc ça c'est quoi? C'est le bassin de l'eau. C'est à partir de ce bassin que sera distribuée l'eau dans la dizaine de jardins du quartier, une réserve précieuse qu'il faut partager. Je vais ouvrir le robinet là. Après j'ouvre. La dernière fois qu'Abdelkader a ouvert ce robinet, c'était la semaine dernière. Ici, l'utilisation de l'eau est réglementée, c'est chacun son tour. Je fais le chemin pour que l'eau me suive. Car pour irriguer son jardin, Abdelkader doit jouer l'aiguilleur. Tout le travail consiste à fermer les séguillas qui mènent aux parcelles de ses voisins pour conduire l'eau uniquement dans la sienne, 500 mètres plus loin. L'eau a coulé 2 minutes à peine, c'est suffisant et déjà Abdelkader passe à une autre partie de son jardin. Je fais retourner de l'eau dans l'autre direction. Parce que ça c'est irrigué déjà, c'est irrigué. Je partage l'eau. C'est mon jardin. C'est moi qui va le garder. C'est trop important pour moi. Je récolte. Je prends la lisière pour ma vache, mes bêtes. C'est ça. Et des légumes pour moi. Je n'achète pas pour du marché. J'en ai tout ce qu'il faut dans mon jardin. C'est pour ça qu'il est très important pour moi. Le jardin à Figuigues, c'est essentiel. Si les Figuiguis y sont si attachés, c'est que pendant longtemps leur survie en dépendait. Sans eau, pas d'oasis. Ici, ce sont plus de 30 sources qui ont permis la création de la ville, et c'est par-dessus ces points d'eau que les quartiers se sont construits au fil des siècles. Voilà, si tu descends ce regard, il y a de l'eau. Sous nos pieds, à 12 mètres de profondeur, se trouve une de ces sources. Majid et Abdelkader en sont les gardiens. Chaque année, ils poussent cette grille pour aller faire leur inspection. Nous voici dans une fogara, à l'origine même du réseau d'irrigation. La source émerge à quelques mètres de là. C'est la direction vers le jardin. Majid occupe une fonction essentielle. C'est lui qui entretient ce réseau. Je nettoie le canal pour avoir un bon écoulement. Voilà, on fait comme ça, pour augmenter la puissance de l'eau. Voilà. Surtout l'été, parce qu'on manque d'eau l'été. Ce réseau quadrille les sous-sols de la ville, et dans les allées des jardins, l'eau apparaît par endroits. Voilà, c'est la source. C'est le regard, on appelle en berbère tasfels. De cette fogara émane une immense ramification de canaux qui permet d'irriguer toute la Palmeraie. Et voilà les forêts. Chacun avec son forêt. Au cœur des jardins, nous rencontrons Hassan. Professeur au lycée de Figuigues, il connaît l'histoire de l'oasis sur le bout des doigts. Et ici, l'eau a toujours été un enjeu capital. Ça a donné lieu à des guerres fratricides très fortes. Ça a marqué beaucoup l'histoire des Figuiguis, ces guerres pour l'eau. Il y a toute une littérature là-dessus, sur ces guerres entre Ksours, pour le contrôle des sources. Ça a donné lieu aussi à beaucoup d'interdits religieux pour les enfants, par exemple. La nuit, il ne faut pas jeter l'eau, parce qu'il y a des diables qui se couchent sur la terre, vous allez les réveiller, ils vont vous faire du mal. Ça, c'est juste pour ne pas gaspiller l'eau. Il est 6 heures du matin, la Palmeraie s'éveille. Mais la journée a déjà commencé pour Brahim. Cet homme est Sraifi,
Son travail, répartir l'eau vers les différents bassins qui serviront à l'irrigation des jardins. Il détient les clés d'un lieu stratégique. L'eau vient de la source, il vient presque rassembler, c'est pas divisé. Ici, il y a une station de division. La division se fait à l'ancienne, avec quelques chiffons, 2 ou 3 pierres. Brahim répète ses gestes tous les jours. Il s'occupe du remplissage de 3 bassins. L'eau est comptée, alors pas question de se tromper. C'est parti pour plus d'1 kilomètre de marche. Brahim doit inspecter les canaux pour vérifier que rien n'empêche le passage de l'eau. Cette fonction essentielle, il l'exerce 365 jours par an depuis la mort de son père il y a 5 ans. C'est important parce que avec ce métier, on peut vivre dans une oasis parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Les gens vont quitter la région. Arrivé au bassin, Brahim doit contrôler le niveau de l'eau. Le remplissage durera jusqu'au soir. Pour Abdelkader, c'est fini. Son temps d'arrosage est terminé. Il doit être ponctuel, car ici l'eau se compte en heures. Oui, c'est l'heure exacte. Retour au bassin pour vérifier s'il a pris exactement son compte. Il a une méthode bien particulière. On met comme ça, tu vois. On descend le bâton. On met comme ça. On le remonte. Il y a de l'eau jusqu'au niveau là. Chaque heure, chaque 4 doigts, ça nous donne 1 heure de l'eau qui descend ici. On a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 13, 14, 15 heures. 15 heures de l'eau qui descend là. Sans eau, on ne peut pas vivre. Ni nous, ni les arbres, ni les dattes. Ah oui. Bismillah wa billah. Rabbi wa alhamdulillah. Allah ya Allah. Figuig, c'est aussi un patrimoine architectural exceptionnel. Une ville de terre, aujourd'hui en péril, de nombreuses maisons sont abandonnées. Existe-t-il des solutions pour préserver ce patrimoine? Nous avons mené l'enquête. Bonjour, est-ce que c'est possible d'aller dans un Nexar qui est à côté? Bonjour, oui, je vous en prie, montez. D'accord. En me promenant dans le Ksar El Maïs, j'ai rencontré Mohamed. Il a eu envie de me montrer sa maison familiale. C'est la maison de notre grand-père. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 20 ans. La chambre où j'étais né, c'est là. Et elle me dit beaucoup. Ma grand-mère me dit des histoires, des anciennes histoires et des blagues. C'est pire de la voir comme ça. Ça me choque beaucoup. Ça me fait mal au cœur, comme on dit. 30 ans ont passé depuis que Mohamed a quitté cette maison. Comme lui, de nombreux Figuigis sont partis avec leur famille habiter les nouveaux quartiers et ont délaissé leur maison familiale. D'année en année, les constructions en parpaing ont poussé et les quartiers anciens se sont délabrés. L'autre maison de Mohamed est située dans le quartier récent, Bagdad. Voilà, c'est notre nouvelle maison. Une maison qui a tout le confort moderne, mais Mohamed reste nostalgique de l'ancienne. Elle est de ciment et de pierre. Ça, il ne me donne pas quelque chose de sentiment. Même si tu vois, comme on dit, les propres, comme on dit, de ciment et propre, mais il ne me dit rien. Parce que je n'ai vécu pas mon enfance là. Jeanne-Marie Gentillot est architecte. Elle a mené à Figuig d'importants travaux de rénovation. Nous la rencontrons alors qu'elle visite le Ksar El Maïs. Ce phénomène de maisons qui tombent, qui se détruisent, d'une part, c'est parce qu'elles ne sont pas habitées, donc pas entretenues. Et quelquefois, il suffit d'une maison qui s'écroule pour que les autres soient entraînés avec elle.
Donc c'est le château de cartes, quoi. On enlève une carte et toc, 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 tout tombe. Pendant sa promenade, Jeanne-Marie est attirée par la porte entrouverte d'une vieille maison. Sa curiosité l'emporte, elle entre. C'est une maison ancienne tout à fait typique de Figuig et une grande maison. Il y en a des plus petites que ça. Alors ce qui est typique de Figuig, c'est le patio central, entouré de ces piliers qui soutiennent donc les galeries au premier et au deuxième niveau. Là, la maison. Là, elle est ciment, Voilà. la mosaïque. La maison nouvelle, elle est en ciment avec de la mosaïque. Et cette maison ancienne ne sert plus que d'entrepôt pour les dattes ou d'enclos pour les moutons. Il ne faudrait pas grand-chose pour la remettre en état. Alors qu'est-ce qu'il faudrait justement? Alors il faudrait que les gens soient d'accord, qu'ils aient envie, qu'ils aient un petit peu d'argent. Donc alors pour restaurer, il y aurait sûrement des poutres à changer, certaines. Et puis après, il y a tous les murs à réenduire. Mais bien souvent, ces travaux nécessitent un budget trop important pour ces familles. Pourtant, si elles ne peuvent pas rénover leur maison, elles ne peuvent pas non plus s'en séparer. À Figuig, on ne vend pas son patrimoine familial. Patrimoine, ça vient de pater, qui vient des ancêtres. C'est impossible. Enfin, il y a vraiment la honte de ça. Et puis en plus, il y a le fait que chaque maison a plusieurs héritiers, qui souvent sont à l'étranger ou en dehors de Figuig, et qui ne se mettent pas d'accord. Généralement, d'ailleurs, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui ne veulent pas vendre le patrimoine ou qui ne veulent même pas que celui qui est là restaure. Ils ne veulent pas toucher, ils veulent pas qu'on touche. C'est le patrimoine, on n'y touche pas. Sans avoir la conscience que c'est un patrimoine qui ne va plus exister dans quelques temps, parce que la terre, elle va se redevenir poussière. Voici un des spécialistes de la rénovation à Figuig. Brahim est chef de chantier. Il est en train de rénover 2 maisons anciennes pour de riches propriétaires. Là, la muraille, on a changé toute cette muraille-là parce que c'était vraiment usé. Avec la décoration que vous voyez, les dos-ci. Maintenant, on est en train de préparer la terre pour fabriquer une adobe. C'est quoi une adobe? Une adobe, c'est une brique en terre, fabriquée à la main. Ça sert à quoi? Pour la construction du mur. Et il faut un savoir-faire. C'est un métier qui est transmis de père à fils. La technique, c'est de rouler le mortier comme ça, pour avoir une forme. Et après, tu prends, tu donner une forme presque rectangulaire, mais pas homogène. Et pour les plafonds, Brahim utilise toujours les écailles et les troncs de palmier, des matériaux traditionnels, mais qui ont du mal à résister au temps. L'entretien se fait toujours dans l'été. Parce qu'il y en a des érosions, bien des traces que la pluie à cause. Alors à chaque été, il faut faire une restauration, au moins dans la toiture. Ces dernières années, la conservation du patrimoine est devenue un véritable enjeu pour Figuig. Ici, un bureau de la promotion culturelle de l'Oasis a été créé. Un de ses objectifs, financer certaines rénovations de maisons à usage social ou collectif. Ismaïl a été le premier à rénover sa maison familiale pour en faire une auberge. La maison, je l'ai réparée. Ça, c'est mon travail. Les chaises et un palmier. C'est mon travail, ça. Les travaux lui ont coûté 25 000 €, mais l'investissement en valait la peine. Sa maison lui a rapporté l'année dernière 55 000 €. À Figuig, le tourisme pourrait être une des solutions pour préserver le patrimoine. Peu d'emplois, peu de perspectives d'avenir, de nombreux Figuigis ont choisi d'émigrer, en France ou ailleurs. Certains reviennent à Figuig pour les vacances, d'autres pour s'y installer. Mais l'émigration concerne d'abord les jeunes. La majorité d'entre eux rêvent de partir. Nous avons voulu en savoir plus. Direction le lycée. Bonjour. Bonjour. Cherche le lycée, est-ce que tu sais où c'est? Oui, voilà. Tu peux m'emmener? Avec plaisir. Vas-y. Bonjour, c'est bien ici le cours de français? Oui, c'est la classe de français. D'accord, je peux entrer? Bien sûr, bienvenue. Aujourd'hui, le thème du cours, c'est justement l'émigration. À Figuig, on en parle beaucoup et les jeunes sont nombreux à vouloir poursuivre leurs études à l'étranger.
Si j'ai une bonne moyenne, j'ai le choix, le Maroc ou bien la France. Et ça reste la France qui est mieux par... Premier choix. Oui. J'avais l'idée d'aller en France l'année passée. C'est le salaire qui nous pousse d'aller à l'étranger. C'est Sa Majesté l'argent? Oui, toujours. Toujours. Partir en Europe, ici, ils sont beaucoup à en rêver, mais peu y parviennent. Les visas sont désormais très difficiles à obtenir. Mohamed a commencé à bâtir son projet l'an dernier. Il s'est finalement décidé pour la Belgique. Ça te fait rêver la Belgique? Non, c'est pas question de rêver, mais c'est mieux pour vivre. Ou à quoi tu penses quand tu dis c'est mieux? La relation, le milieu où tu vis, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Mohamed, lui, a la chance d'avoir un oncle à Bruxelles. Les démarches d'entrée devraient donc être plus simples pour lui. Avoir un bon salaire et de meilleures conditions de vie, voilà ce qui attire tellement ces jeunes. Vu de Figuig, l'Europe, c'est la promesse d'un avenir plus prospère et plus libre. Il est 17h, Mohamed vient de finir les cours, il rentre chez ses parents. Ici, on parle beaucoup de son départ. On sait que la séparation durera peut-être des années. Parce que j'ai pas le droit d'aller en Belgique, tout ça, tout simplement. C'est problème de visa? Oui, c'est problème de visa. Et je pense que même si Mohamed est là-bas et je veux aller le voir, c'est pas facile. Il y a déjà mes sœurs là-bas, mes frères, avant c'était mon père et tout ça. Toujours ma famille est dispersée, alors si je fais la même chose avec ma petite famille ici, je vivrai toujours avec le problème qui est passé déjà. C'est son choix et ce sont ses ambitions, Nous, on n'a qu'à l'orienter et l'aider. Alors que certains rêvent de partir, d'autres ne souhaitent qu'une chose, revenir. Mustapha est né à Figuig, il a passé la plus grande partie de sa vie en France. Avec sa femme Sylvie, rencontrée à Paris, ils ont décidé de revenir passer leur retraite dans l'Oasis. Donc là, on va aller dans notre maison, future maison. La maison de Nana. Oui, notre maison des parents, des grands-parents, où je suis né, où tous mes parents ils sont nés. Quand cette maison familiale s'est effondrée, Mustapha et Sylvie ont décidé de la rénover. Beaucoup d'espace, une terrasse, un confort qui s'ajoute à la valeur sentimentale de la maison. Vous savez, en France, C'est le projet de toute une vie, hein? on a 40 mètres carrés. Ouais. Il Au est fur et à mesure 400, que les enfants ont grandi, il est 400 en bas, 400. À 40 mètres carrés qu'on a chez nous là-bas. Mais seulement on a travaillé. Si les travaux ne seront finis qu'en juillet, Sylvie s'y voit déjà et a même commencé à s'installer. La soirée ici à boire du thé, ça va être phénoménal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Quand vous êtes dans la soirée comme ça, que vous êtes assis par terre et que vous prenez le thé et puis que vous avez la résonance de cette mosquée qui fait l'appel à la prière, ensuite celle-là et simultanément toutes les mosquées, mais c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein. C'est toute une nouvelle vie qui va venir vers nous et on va en profiter un maximum. Moi, c'est juste un retour des choses. Hein, le retour aux sources. Hein. Ce chemin, Mohamed l'a fait des centaines de fois. C'est sûrement un des endroits de Figuig qui lui manquera le plus après son départ. Quand je viens, je me souviens des belles choses que j'ai passées ici. Des endroits comme ici, on a passé notre enfance avec des copains d'enfance. On fait des plaisirs. Il n'y a pas des choses comme ça en France, juste les bâtiments. Cet univers, pourtant, Mohamed est prêt à le quitter pour l'Europe. En échange, il espère trouver un peu plus de liberté. Ici, les filles, tu peux pas être à l'aise avec elles. Pourquoi? Ils te dérangent, les gens. Et elle est un peu... Notre région est un peu... Et la famille, elle insiste beaucoup. La famille insiste que la fille ne sort pas avec les mecs comme ça. Une petite ville où tout le monde se connaît, c'est ce qui plaît à Sylvie. À Figuig, on est toujours moins seul qu'à Paris. À Paris, on vit sous les verrous, chacun chez soi. Ici, vous rentrez, vous sortez de la maison comme vous voulez. C'est plus ouvert, c'est plus en confiance.
Ça n'a rien à voir avec la vie qu'on mène à Paris. En effet, la petite oasis marocaine ne ressemble en rien aux capitales européennes. À Figuig, pas de bar, pas de boîte de nuit ou de cinéma. Ce soir, Mohamed se rend à la salle de jeu. C'est la seule distraction du quartier. L'Europe des loisirs, c'est donc aussi ce qui le fait rêver. La promesse de cet univers apparemment fantastique le pousse à partir. Oui, je vais partir pour la Belgique. Pour ça, il y a plein de choses pour faire. Et t'en as pas marre de venir ici un peu? Oui, j'ai mal, mais il y a plein de choses pour le remplacer. C'est ça. Et faire l'impossible pour partir. Mohamed devrait savoir en juillet s'il peut ou non partir pour la Belgique, au moment même où Sylvie et Mustapha emménageront dans leur nouvelle maison. Au détour des rues de Figuig, nous avons croisé des femmes habillées de blanc. Souvent, elles ne laissent entrevoir qu'un seul œil. Qui sont ces femmes et comment vivent-elles? Pour lever le mystère, certaines nous ont ouvert leurs portes. Cette semaine, nous avons été reçus chez la famille Messaoudi. Ici, il y a 5 femmes qui s'occupent de la maison et qui se sont occupées de nous. Et nous, on s'est intéressés à l'une d'entre elles, et c'est Naïma. Salam alaikum, Naïma. Salam, labas. Labas. Quand on est une femme de Figuig, on se lève à l'aube. À peine réveillée, Naïma prépare le petit déjeuner. À 45 ans et célibataire, la cuisine et les tâches ménagères rythment son quotidien. Je vis avec ma mère, ma nièce, ma sœur. Je suis responsable. Je fais les courses. Je m'occupe des personnes qui vivent avec moi. Aujourd'hui, Naïma se rend au marché au tissu. On l'appelle le marché des femmes. C'est ici qu'elles vendent ce qu'elles tissent. C'est une tradition. D'autres cuisinent ou travaillent dans les jardins pour gagner une petite indépendance financière. J'aimerais avoir un emploi fixe, un salaire fixe. Parce que je pense à l'avenir pour plus tard. Si j'avais un salaire tous les mois, je serais plus tranquille. De retour à la maison, c'est l'heure du thé. La pause entre femmes avant de préparer le déjeuner. Même si elle travaille, elle attend quand est-ce que ce verrou, ce djellaba va se vendre. Si à Figuig, il existe une femme qui a décidé de faire avancer les choses, c'est Naïma Zaidi. Elle est présidente de l'association La Femme et l'Enfant, qui œuvre pour l'indépendance économique et sociale des femmes. Les adhérentes réunissent leur savoir-faire. Ensemble, elles tissent et font la cuisine pour des clients. Comme ici pour un couscous, ou chez cette femme, Afida, qui prépare 4 kilos de tride, un plat traditionnel de l'Est marocain. Un savoir-faire en échange d'un petit salaire. Imagine-toi la fille qui ne se marie pas. Elle est prise en charge de son père, de sa mère. Et quand ils sont morts, qui va être responsable? Alors il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle soit indépendante, au moins un peu, si c'est pas totalement. Pour faciliter l'accès au travail des femmes, Naïma a dû combattre les réticences des hommes. Avant, il était très difficile que la femme aille à l'association ou en sorte de chez elle. Mais en travaillant, et les résultats s'améliorent petit à petit. Alors maintenant, il n'y a pas cet esprit. Alors il y a l'encouragement de l'homme, de sa femme pour qu'elle s'adhère dans l'association. Si quelque chose peut vraiment changer la vie des femmes, c'est bien l'éducation. C'est pourquoi l'association a créé une petite école maternelle. Son indépendance, Ouria l'a conquise grâce aux études. À 52 ans, elle est aujourd'hui professeure d'arabe au collège de Figuig. Adolescente, elle part faire ses études à Oujda, puis à Rabat, où elle étudie l'arabe. Elle se marie
Et alors qu'il lui reste 2 ans avant d'obtenir son diplôme, elle donne naissance à une petite fille. Tout le monde me disait, ça y est, tu as eu ta fille, il faut pas que tu continues tes études. Moi, j'ai dit non, je vais envoyer ma fille à ma mère. Je vais continuer. Fière de ses élèves, elle regarde les jeunes filles changer avec espoir. Les filles, elles sont toujours très actives et elles veulent arriver. Les garçons, ils disent toujours on va aller en France, en Espagne, on ne veut pas étudier parce qu'il y a le chômage, même si on étudie. C'est pas comme les filles, elles sont optimistes. Le marché, c'est un des lieux où les femmes se rencontrent. Et Ouria, tout le monde la connaît. C'est la connaissance, on se connaît comme ça. Regarde, Salam, Mashlam, Raya, moi je connais tout le monde. Je suis professeur, tout le monde me connaît. Ces femmes-là, les autres femmes, ils me disent comment elle est ma fille, comment elle est mon enfant, est-ce qu'il étudie bien ou pas. C'est comme ça. Non, c'est pas seulement je suis la femme je suis professeur. C'est ça. Si le mariage est au cœur de la société marocaine, à Figuig, il manque des hommes à marier. Beaucoup de femmes seules l'acceptent, résignées. La femme zénaguienne, elle travaille beaucoup. Elle fait des bernous, des djellabas et tout. Ouais. Elle gagne sa vie. Ouais. Même si elle souffre au fond d'elle, mais tu vois Naïma, elle ne montre pas qu'elle souffre. Elle dit je suis bien, mais même si je ne suis pas mariée. La génération de Naïma et d'Ouria a su concilier respect des traditions et autonomie. Aujourd'hui, elle regarde les choses évoluer avec beaucoup d'optimisme et de sérénité. Voilà, c'était le dernier numéro de Matafak. Notre voyage à Figuig se termine lui aussi aujourd'hui. On espère que grâce à nos reportages, vous avez pu découvrir un peu mieux la ville. On remercie aussi tous les lycéens de Figuig qui nous ont guidés durant notre semaine. À l'année prochaine.